À mi-chemin de la Grèce et de l'Asie, il existe une ville qui fut dessinée autrefois sur le sable par un jeune homme blond divinisé par ses conquêtes, et cette ville s'appelle Alexandrie. Dans cette métropole méditerranéenne régna une vie intense. L'ancienne capitale de Cléopâtre, célèbre dans tout le monde antique pour sa bibliothèque, reste aujourd'hui le réceptacle de nombreux mystères. Alexandrie la moderne, deuxième ville d'Égypte. On peut imaginer que l'urgence du présent soit de loger ces 5 millions d'habitants, plutôt que de se pencher sur leur passé. Mais l'explosion du béton menace de pétrifier à jamais les vestiges de cette ville à peine fouillée. Un grand vide peut aussi résonner comme un appel. Venant pour la première fois à Alexandrie il y a 20 ans, l'archéologue Jean-Yves Empereur répondait à cette invitation du silence et procéda aussitôt à des premières fouilles d'urgence sur les chantiers de démolition des vieux immeubles alexandrins. Chaque fouille est un voyage dans des temps successifs. Le sous-sol d'Alexandrie raconte, sur plusieurs niveaux, l'extraordinaire roman de la ville. Et il suffit parfois d'une figure de femme, nymphe ou méduse, pour que ressurgisse un passé presque intact. Il y avait aussi à Alexandrie, sur l'ancienne île de Pharos, à l'emplacement du fort de Qaït-Bey, un monument qui agit durablement sur les songes des hommes. Ce monument, c'est le phare, 7e merveille du monde. Haute de 120 mètres, éclairant à environ 60 km, cette immense lanterne rassura les marins pendant 16 siècles, sans jamais cesser d'incendier l'imagination des peuples. Une série de tremblements de terre du 4e au 14e siècle acheva le travail du temps et le phare disparut dans la mer. Plusieurs siècles plus tard, personne ne peut prétendre savoir s'il en reste des vestiges, même s'il y a longtemps que les pêcheurs d'Alexandrie ont affirmé avoir vu des pierres étranges dans la profondeur des eaux. Mai 1993. Pour protéger le vieux fort mamelouk de Qaït-Bey, on entreprend l'édification d'un brise-lames. Plusieurs centaines de blocs de béton sont déversés sur ce gisement d'histoire brute, encore inexploré. La cinéaste égyptienne Asma al-Bakri s'indigne et dénonce une perte inestimable pour le patrimoine mondial. La direction des antiquités égyptiennes confie à Jean-Yves Empereur une véritable mission d'urgence et de sûreté. L'heure s'approche peut-être de la révélation des mystères. On va mettre un Zodiac à l'eau. Mai 1995, Jean-Yves Empereur installe son camp de base dans le fort de Qaït-Bey. Il entreprend une campagne décisive dans une zone militaire longtemps interdite aux plongeurs. À sites exceptionnels, moyens exceptionnels. Avant notre intervention de cette année, nous avions déjà fait une campagne assez courte à l'automne dernier. C'était une campagne d'urgence avec des moyens limités et donc qui continue maintenant, qui a repris depuis le début du mois de mai pour 3 mois de fouilles, 2 mois donc au début de l'été et 1 mois à l'automne. Et on espère qu'au bout de ces 3 mois d'intervention cette année, avec des moyens beaucoup plus considérables que l'année dernière, on arrivera à avoir une idée globale du site
et a sauvé un certain nombre des pièces archéologiques, des pièces architecturales antiques qui se trouvent au fond, par 6 à 8 mètres de profondeur. Jean-Yves Empereur, spécialiste de la Grèce hellénistique, a regroupé autour de lui 2 amis égyptologues, Jean-Pierre Corteggiani et Georges Soukassian, ainsi qu'une trentaine de plongeurs égyptiens et français, archéologues, topographes, dessinateurs ou cartographes. Ce commando d'historiens a reçu le soutien décisif de l'Institut français d'archéologie orientale et de la Fondation Elf. La première expédition d'archéologie sous-marine jamais conduite en Égypte peut commencer. Jean-Yves Empereur et Jean-Pierre Corteggiani se sont longtemps nourris de spéculations cachées. Voici maintenant pour eux le temps des visions et des vérifications. Les archéologues se déploient sur un fond de ville englouti. Ils évoluent sur plus de 2 hectares, entre de grandes ombres immobiles qui ressemblent de loin à des baleines mortes. Leurs yeux d'historiens cherchent à donner un sens à tout ce chaos. Les plongeurs entendent dresser un relevé général du site avant sa destruction. Opération quasi cadastrale de première importance pour s'approprier ce paysage de ruines et tenter de le comprendre. Chaque bloc est fiché, localisé, répertorié, étudié sous toutes les coutures, comme s'il était unique. Les blocs marbre et granit sont ensuite nettoyés de leur gang de concrétion d'algues et de coquillages à la grande joie des poissons. « 2000 monolithes, souvent jointoyés par la mer sur plusieurs niveaux, sont répertoriés. Toutes les informations recueillies sont consignées avec une rigueur notariale sur des minutes. Le recueil de toutes ces minutes forme le journal, texte et images de l'exploration du site. Ces documents sont décryptés chaque soir par des topographes dans l'appartement bureau du Centre d'études alexandrines. Les premières cartes du site sont ébauchées. Et est-ce qu'au deuxième passage, tu as eu les mêmes points ou est-ce que ça avait beaucoup changé ? Quelques jours plus tard commencent les opérations de positionnement des pièces. Le travail de cartographie se précise et s'affine. Il requiert l'usage de connaissances géométriques découvertes par Euclide à Alexandrie il y a longtemps et déjà utilisées pour la construction du phare. Tous les moyens sont bons pour en savoir plus. Les principes les plus anciens de la science, comme ses découvertes les plus récentes, telles le positionnement par satellite. Pour voir les blocs. C'est les blocs d'hier. Voilà, ça c'est les blocs d'hier. Ouais, là c'est des colonnes. Colonnes. Énormément de colonnes dans cette zone.
Plusieurs semaines seront nécessaires pour établir la carte de ce royaume sous-marin. Les archéologues sont plus décidés que jamais à déchiffrer ce palimpseste, l'une des plus belles pages du catalogue du monde. Alors après 4 semaines de fouilles, on a pu mettre sur la carte plus de 500 blocs qu'on voit ici en vert, c'est-à-dire à peu près le quart de l'ensemble du site sous-marin. Et ici, on voit une zone de blocs en béton moderne qui recouvre une partie du site antique. Alors, quelles hypothèses formuler pour expliquer la formation de ce site? Je pense qu'il y en a plusieurs qui se combinent entre elles. Est-ce que le site était hors d'eau? Une partie du site était hors d'eau, ça y est parfaitement possible. On sait très bien que les zones antiques dans la ville, les fouilles terrestres du monde sont très profondes. On sait parfaitement qu'il y a des blocs qui ont été jetés à des époques diverses, soit pour protéger le port, l'accès du port, soit carrément pour l'interdire. Et ici, ces gros blocs, eh bien, on peut supposer qu'ils appartiennent au phare d'Alexandrie, qui s'élevait à l'est de l'île de Pharos. C'est sous le fort Mablouk que le place la tradition. C'est plus qu'une tradition, puisqu'il était encore debout au milieu du XIVe siècle, au moment où il est tombé. « 5 juin, mobilisation générale au camp de Qaït Bey. Une partie du site est maintenant connue. Les archéologues se fixent un nouvel objectif, déplacer les blocs du premier niveau pour étudier les couches inférieures du gisement. Les opérations de levage peuvent commencer. Bonjour. Allez, on laisse partir. Hop, c'est bon, monte-le. Allez. Bon, allez, serre les bras. Ok. Voilà. Tire là-bas. L'opération, assez délicate, nécessitera des ballons parachutes. Chaque pièce sera soulevée pour que les plongeurs puissent étudier les blocs qu'elle dissimulait. C'est alors que les plongeurs apprennent qu'un sphinx vient d'être découvert par l'équipe du matin. Là. Ok. Et moi, je te sens. Ouais. Ouais, bah vas-y, pas. Plusieurs heures sont nécessaires pour dégager le sphinx décapité de sa camisole de pierre. L'animal sacré est mis en laisse, tel un dieu vaincu. Il faut imaginer les aléas de toutes ces manœuvres, longuement répétées avant d'être efficaces. Puis, c'est le levage, proprement dit. Toujours compliqué, parfois dangereux. Le sphinx est attelé à un ballon parachute gonflé d'air comprimé. 4 tonnes de granit sont ainsi arrachées à leur socle marin. Le sphinx a échappé à ses liens. La chance veillait sur les archéologues. La statue sort indemne de sa chute. Personne n'est blessé. So quick and it fall down on the back and we have to move it. But it's now it's okay. But it's La déception est importante. Une journée de perdu, c'est beaucoup. Jean-Yves Empereur n'oublie pas qu'une telle campagne de fouilles est aussi une course de vitesse. Le chef il était de mauvaise humeur tout à l'heure, en tout cas. Tu n'as pas vu le sphinx? Mais si, j'ai vu quand il s'est soulevé, j'étais à côté. Oui, il a eu un peu peur, hein.
on ne pouvait pas le deviner, c'est que la fesse droite, si j'ose dire, manque. Il est cassé en biais, ce qui fait que l'élingue n'a pas dû... n'avait rien pour s'accrocher, quoi, comme en quelque sorte sur le genou, si on peut dire. Si on peut appeler ça la patte arrière du sphinx, quoi. Au centre d'études, Jean-Yves Empereur tire le bilan de cet incident, heureusement sans conséquences. Il est retombé à l'envers. Et alors après, on a juste mis un ballon et on l'a transporté sans problème. Le souci de Jean-Yves est double. Éviter les accidents aux plongeurs et garder au bloc leur caractère d'éternité. Sécurité, 2 choses. Vous vous éloignez des ballons quand ils sont en cours de gonflage parce que la pierre peut décoller en un seul moment, monter très vite et ça peut être très dangereux. Et retomber aussi vite. Ça se promène. Absolument. Il faut savoir aussi quelle est la taille du minimal à relever, c'est-à-dire à quelle taille de bloc on s'arrête. Le briefing du soir est un moment important. L'échange des expériences du jour stimule les curiosités et trace des axes de découverte. Et quand la nuit s'étale sur la ville, le phare est dans toutes les pensées. À tout à l'heure. 10 juin. Le temps presse. Les plongées continuent à raison de 2 équipes par jour. Chacune réserve sa part de surprise. Une sangle, parce que s'il est tout petit, on y met une sangle à la place. Moi, je pense qu'elle en fait 15. 2 élingues de 10 tonnes, 25 tonnes, on est tranquille. Ce matin, nouvelle découverte, les fragments d'un obélisque sous un chaos de pierre. Trois blocs énormes qui proviennent bien d'un même obélisque et qu'il faut observer, mesurer et déplacer. Les plongeurs découvrent les premiers hiéroglyphes. Les opérations de levage se passent bien. Les fragments, de longues roches rectilignes, très impressionnantes, sont suspendus au ballon parachute gonflé d'air, puis tractés par un plongeur. Ils sont ensuite reposés dans une zone dégagée près du fort pour être minutieusement étudiés. Les archéologues cherchent toujours des preuves de l'existence du phare. Mais les oiseaux prophétiques gravés sur la plupart des blocs immergés ne leur parlent pas de la Grèce hellénistique ou d'Alexandre, mais de l'Égypte de Ramsès II. Ramsès II, l'un des plus grands pharaons de l'histoire, qui vécut et régna plus de 1000 ans avant la construction du phare. C'est la stupéfaction. Nouvelles évidences et nouvelles questions pour Jean-Pierre Corteggiani, l'égyptologue, heureusement étonné devant cette accumulation de témoignages pharaoniques. D'accord, Ramsès II, je crois. Que vive l'Horus, taureau puissant aimé de Ré, le seigneur du double pays, Osir-Maré Sété-Penré, le maître des couronnes, Ramsès, aimé d'Amon. Classe, cassé. Les épigraphistes ont lu à travers leurs masques de plongée les noms d'Atoum et d'Oratki, les dieux d'Héliopolis, la grande cité religieuse égyptienne. L'histoire de la capitale disparue de l'Ancien Empire devra donc dorénavant se déchiffrer et s'apprendre dans ce tombeau marin. Les archéologues ont découvert sur plusieurs épaisseurs un incroyable gisement de témoignages pharaoniques. Le bloc le plus ancien est un obélisque datant de Séti Ier aux 4 faces gravées et porteur d'un animal étrange,
le doyen de cette paradoxale arche de Noé. J'aimerais bien avoir quelques commentaires des épigraphistes de service, des égyptologues, notamment sur l'importante découverte qui a été faite hier à 2h. C'est le père de Ramsès II. Et ce qui est surtout très intéressant, c'est la vignette qui se trouve sur les répétée 4 fois, présente 2 fois le roi sous les traits d'un sphinx à tête d'animal cétien, c'est-à-dire cette espèce d'animal, un fourmilier ou je ne sais pas quoi, qui n'est pas connu en Égypte, et Mé de Ptah qui est écrit sous le truc. Donc c'est une espèce de rébus. Ça m'a l'air très original et je ne crois pas qu'il y ait... A priori comme ça, sans recherche en bibliothèque, j'en connais pas d'autres exemples qui me viennent à l'esprit, quoi. Ce qui change rien et qui prouve tout simplement que les Ptolémées avaient complètement pillé, en particulier Héliopolis, parce que ce morceau d'obélisque vient aussi d'Héliopolis. Ça, c'est absolument classique, réutilisation de monuments par des prédécesseurs simplement on se les approprie ou on les réutilise comme ont fait les Ptolémées. Apparemment, pour Alexandrie devait être bourré de sphinx, si j'ose dire, au coin des rues, quoi. Voilà. Jusqu'à présent, on se demandait si les temples d'Alexandrie étaient en style grec ou en style pharaonique. Maintenant, on en a la preuve à la fois par les fouilles terrestres et aussi par ce qu'on a retrouvé sous l'eau. Il y avait des temples de style pharaonique ou d'époque pharaonique remontés à Alexandrie à côté des temples de style grec ou de style romain. Les Ptolémées furent donc les dignes successeurs d'Alexandre. Ce jeune conquérant entrait en Asie avec une escorte de mages aux yeux tournés vers les astres. Ici, la Grèce féconda sa meilleure part avec le génie de l'Égypte antique. Dans les catacombes d'Alexandrie, chaque statue est le miroir de cet accomplissement. Le corps est grec, mais sa vieille tête de divinité est égyptienne. Alexandrie prospéra sur ce mélange des dieux et des hommes. Ici, les sages grecs, juifs et chrétiens tentèrent de résoudre le double mystère de la présence de Dieu et de son infinie distance. Mais peut-être le phare fut-il lui aussi dans l'esprit de ses créateurs, un pont debout sur cet abîme. Jean-Yves Empereur cherche la vérité du phare dans le silence des eaux et des bibliothèques. À quoi ressemblait donc la 7e merveille du monde, adorée de tous les hommes parce qu'elle prouvait leur capacité surhumaine? On connaît le Pharos par les textes du romain Strabon et d'autres voyageurs, mais aussi par une poignée d'objets parvenus jusqu'à nous, tous explicites quant à la forme du phare. Pièces hellénistiques ou romaines, vases en verre irisé trouvés en Afghanistan et terre cuite visible au musée d'Alexandrie. Le phare disparut, l'imagination des peuples s'empara des éléments concrets que lui avaient transmis ces objets. Le mythe grandit et il ne cessa de hanter les songes de nombreux peintres et graveurs qui en donnèrent tout au long de l'histoire des visions souvent fantaisistes. Mais au XIXe siècle, un archéologue allemand qui avait consacré 10 ans de sa vie à l'étude du phare, Hermann Tirsch, en livra une silhouette fiable, un peu intimidante, et qui figea pour longtemps la représentation. On y devinait la masse imposante des 300 appartements ou chambres, un labyrinthe de galeries et une inscription dédicatoire sur sa façade tournée vers le large. Un phare ptolémaïque presque intact, situé sur le rivage d'Abou-Sir, à l'ouest d'Alexandrie, a la réputation d'être une réplique en réduction du célèbre monument. 3 étages, une base carrée, un étage central octogonal et un sommet cylindrique. Le même grossi 10 fois, coiffé d'une immense lanterne,
c'est le phare. « 28 juin. La construction de la digue de béton continue. Déjà 800 blocs cartographiés. Les plongeurs cherchent toujours les lettres grecques de l'éventuelle dédicace du phare et qui dirait « Sostrate de Cnide a dédié ce monument au Dieu sauveur ». C'est en cherchant cette dédicace qu'ils trouvent un nouveau sphinx. Ils l'ont enlevé, hein. Ils l'ont enlevé. Mais le pauvre, lui, ça fait des milliers d'années qu'il attend. Moi, ça fait 2 heures que j'attends qu'il bouge, j'en ai... ras-le-bol. Mais lui, en a encore. Enfin, il a bougé quand même. Ça fait pas des milliers d'années, ça fait au moins un millénaire et demi. Ouais, bon. Enfin, on n'en sait rien d'ailleurs. Tu m'excuseras pour mon imprécision. Bon. Hein. D'accord. Qu'est-ce que c'est que 2 heures au regard d'un millénaire et demi, franchement? La morphologie de la statue ne laisse aucun doute. Ce sphinx a été sculpté après Ramsès II. Pour vérifier son hypothèse, Jean-Pierre Corteggiani nettoie la statue. Un rapide toilettage lui permet de déchiffrer, sur un linteau, le cartouche de Psamétique II, deuxième pharaon de la 26e dynastie. La lecture des hiéroglyphes n'est pas seulement un moyen d'accès à la vérité historique, mais aussi une façon de ressusciter un homme. La tête du sphinx, heureusement retrouvée, confirme elle aussi les hypothèses de l'égyptologue. La statue, coiffée d'un émès, fut sculptée sous Psamétique II, qui monta sur le trône en 594 avant Jésus-Christ. Very beautiful. Très beau. Et ce n'est pas Ramsès II. 26e dynastie. Très 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 beau. Magnifique sculpture. Magnifique sculpture. Et il y a la tête. Jean-Pierre Corteggiani n'est pas mécontent. Non seulement il a retrouvé un sphinx, mais il a encore une fois changé d'époque et enjambé presque 1000 ans en un jour, passant de la dynastie des Ramsès à celle des Psamétiques. Georges t'a dit qui c'était? Oui, ce serait Psamétique II. Mais je crois que tu ne seras pas déçu par le sphinx là, qui est en train d'être dégagé par Pierrot et Robert. Ils ont enlevé une pierre. Ah, ils ont commencé? Oui. Et oui. À côté de Ramsès II. Attention, un sphinx peut en cacher un autre. Le 30 juin, la première période de fouilles s'achève. Le bilan peut paraître inouï.
14 sphinx, dont un Ramsès II intact, 5 pharaons, des fragments d'obélisques, des chapiteaux corinthiens et une multitude de blocs, souvent très imposants. Ce sphinx apprivoisé par l'éternité des vagues peut à lui seul et dans son énigmatique et entière beauté tous les représenter. Les plus remarquables de ces découvertes vont livrer aux archéologues des indications de première importance. Jambage de granit, dont la taille laisse imaginer les dimensions de la porte qu'il soutenait. Était-ce la porte d'entrée du phare? Plus loin, une base de statues, elle aussi colossale. Les architectes des monuments d'Alexandrie ne voyaient jamais petit. Ici, chapiteau d'époque ptolémaïque, chargé de volutes très caractéristiques. D'autres vestiges sont plus énigmatiques. Disséminés en partant de la pointe de Qaït Bey, les plongeurs ont trouvé des blocs pesant parfois plus de 75 tonnes, certains formant des cubes, et d'autres fracassés, comme s'ils avaient été jetés du ciel par une main de géant. La dernière mission s'achève, c'est l'heure des questions. Monsieur, c'est une question de tout le syndicat. Oui. On voudrait savoir ce qu'il en est du phare. On va travailler cet été donc avec Dominique, Christophe, les gens qui restent ici, sur toute la documentation que vous avez faite, que vous avez rassemblée. Pour l'instant, la position c'est que il semble qu'il y ait dans la zone la plus proche du fort des blocs immenses, enfin d'une taille considérable, d'un poids extraordinaire, qui appartiennent à un monument extraordinaire. Alors, quel est ce monument extraordinaire dans cette zone est de l'île de Pharos? Je te laisse la réponse, mais... On n'a pas de preuves. On n'a pas trouvé l'inscription dédicatoire du phare. Mais quand on trouve des blocs de 100 tonnes, ça n'appartient pas à un petit temple, à un petit bâtiment public. Ça appartient à quelque chose de grandiose, de monumental. Bon. Qu'y avait-il à l'est de Pharos? On peut se poser la question. Bravo. Pas voir. L'été est consacré à la réflexion et à l'analyse. Au centre d'études, les archéologues se penchent sur le résultat de milliers de données collectées pendant les plongées. Toutes les hypothèses sont analysées et examinées, sans a priori. C'est ainsi qu'on répartit les blocs par taille, par poids et par situation. Ce jour-là, Dominique, l'assistant de Jean-Yves, sélectionne les blocs de plus de 10 tonnes. Tous ces blocs sont alignés. Ils appartenaient donc à un bâtiment qui s'est effondré en extension et en ligne. C'est un événement capital. Génial, ils sont tous alignés. Le premier argument scientifique sérieux qui permette de présenter toutes ces pièces comme détachées d'un édifice monumental. Ce bloc immensément long, cassé en deux dans un effondrement dû peut-être à un tremblement de terre, appartenait donc, selon toute vraisemblance, au célèbre phare. Le secrétaire général des Antiquités égyptiennes, le professeur Nour el-Din, aussitôt informé des premiers résultats des recherches, est accueilli par Nicolas Grimal, directeur de l'IFAO,
et Franck Gaudiot, un passionné d'archéologie sous-marine menant une campagne de cartographie dans la baie. Tandis que Jean-Yves Empereur présente à Madame Doria Saïd, la directrice du musée gréco-romain, les résultats concrets de ses recherches qui racontent l'histoire d'un phare englouti. La nouvelle peut être livrée aux agences de presse. Les archéologues ont rendu le phare à la ville et aux hommes du monde entier l'axe de leurs rêves. Dans les ruelles paisibles du Vieux-Port, les vendeurs de journaux répandent la bonne nouvelle aux habitués des cafés qui usent la pipe de leur narguilé. Mais toute la ville retentit déjà de l'écho de cet événement. En septembre, les fouilles reprennent au pied de Caïd Bay battu par les vagues. Tous les plongeurs sont au rendez-vous pour continuer l'inventaire du trésor immergé. Mais l'automne méditerranéen peut réserver des surprises. Une houle forte et jamais discontinuée paralyse les plongeurs et rend leur travail pratiquement impossible. Et il ne reste que 3 semaines avant la fin de cette nouvelle mission. Ce matin, les archéologues plongent dans les remous pour tenter de commencer les opérations de levage d'une gigantesque statue décapitée sous les blocs de béton de la digue moderne. Ils doivent renoncer à dégager une tête prisonnière du béton, faute de moyens et de temps, et concentrent leurs forces sur le levage de la statue monumentale de 14 tonnes. 2 ballons énormes sont mobilisés pour ce déplacement minutieusement préparé et qui prend plus de 5 heures. La statue dégagée se laisse enfin identifier. Elle présente aux plongeurs un torse d'homme, un roi. Les plongeurs se souviennent alors de la statue brisée d'Isis, sortie de l'eau par un plongeur amateur qui n'eut jamais droit à la reconnaissance de ses contemporains, Kamel Abdou El Sadat. À l'époque, seule une Anglaise, Honor Frost, s'intéressa sérieusement à son travail. 30 ans plus tard, Honor Frost est de retour à Alexandrie à l'invitation de Jean-Yves Empereur. Quelle bonne surprise. Mon Dieu, vous êtes en forme. Ah bah oui. Avec... Mais même dans l'âge où vous plongez, monsieur. Égyptologue à Très heureux. Ah bon, mais excusez-moi, je vous ai pris pour un des plongeurs de Marseille. Mais c'est vrai, il est corps. Je suis marseillais, je suis plongeur, mais c'était pas moi.
Bien, normalement, tous ces jours-ci devraient être des jours calmes, avec plutôt du vent du sud, Inch'Allah. Inch'Allah. Le gouvernement égyptien et l'UNESCO avaient demandé en 1968 une expertise du site à Honor Frost. Cette pionnière de l'archéologie sous-marine dressa un premier état des lieux. Elle est donc seule, depuis la mort de Kamel el-Sadat, capable de dire si les deux statues étaient côte à côte et si elles formaient un couple royal dans la tradition ptolémaïque. Alors, nous mettons à l'eau sur l'espèce de slip qu'il y a là-bas. On va remettre l'échelle en place aujourd'hui parce que l'échelle a été enlevée par la tempête il y a 3 jours. Moi, je descendais de là. D'ici. Vous voyez, juste derrière la grue, là. Ah oui. Qu'est-ce que vous voulez faire ce matin? Je vous suis à vos ordres. Non, non, absolument. J'aimerais voir, naturellement, Vous voulez ce plonger? que vous avez fait. Oui, j'aimerais voir Eh votre bien, travail. Alors, moi, vous voulez prendre la glisse, celle-ci? Celle-ci vous convient? Et donc, on voit très bien la poitrine, et donc on voit très bien que c'est un homme. Ah bon, que c'est pas joli. Et juste à côté du colosse, il y a un certain nombre de blocs déjà. Un bloc d'Apriès, par exemple, il y a une tête d'autres colosses. Et ensuite, Il y a une tête oui, d'autre colosse. elle est haute comme ça. Attendez, je m'enlève, mais j'ai pas envie de recommencer comme ça. À 75 ans, Madame Honor Frost, affrontant à nouveau le vieux rythme des eaux, est la première visiteuse du premier musée sous-marin du monde. La très honorable et très souriante Honor Frost évolue sur le site avec tous ses souvenirs. Elle caresse dans cet immense et paisible sépulcre des œuvres venues du fond des temps. Autrefois, elle n'avait vu cette statue que de dos et avait imaginé qu'elle était une déesse. Depuis ce matin, elle sait que c'est un roi. La visite se poursuit. Honor Frost aperçoit une couronne. L'archéologue se demande aussitôt si cette couronne royale n'appartient pas à la statue d'Isis remontée par Kamel el-Sadat. Dernière étape de la visite, une tête de sphinx nettoyée, presque rajeunie, qui attend sans impatience de savoir quel sera son destin.
Honor Frost ne remonte pas sans émotion d'une telle plongée dans un passé qui fut aussi le sien. Elle est éblouie par la profusion du site et très étonnée par le nombril du colosse. To see his nombril, because I mean I'd only seen him the other way up. Vous avez presque Ça me tout fait vu. énormément de plaisir. Et merci. Et vous avez vu le d'être dernier si morceau que je serrant. vous ai montré. Le dernier, je vous ai montré le coin bien blanc. Oui, oui, ça, oui, c'est le morceau marbre. d'inscription grecque. C'est le seul petit morceau d'inscription grecque qu'on a. Ça, je n'ai pas réalisé. J'ai réalisé que c'était du marbre. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer Et ce qui est à côté, c'est Parce que moi, j'avais cherché le marbre de Séti Ier avec le, oui, oui, oui. avec le, Oh, le, ça, le- c'est le tête comme ça. magnifique. Oui, oui, oui. Très- Ça, c'est extraordinaire. Donc, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est à peu près de cette taille-là et que les yeux étaient rapportés comme ici. Ici, il y a... Mais ça, c'est les ici. mèches. Ça, c'est Oui, les mèches. Ça, c'est les mais- mèches. Au musée maritime, Honor Frost apporte la confirmation espérée. Les deux statues se trouvaient bien côte à côte sur le site du phare. Les archéologues analysent les blocs avec attention et les pièces du puzzle se mettent en place. Est-ce que ça pourrait aller avec une de vos têtes? Le style des deux statues permet de les dater avec précision de l'époque ptolémaïque. Hautes de 12 mètres, ces sculptures, les plus grandes jamais connues de l'époque hellénistique, figuraient Ptolémée II, le bâtisseur du phare, et son épouse Arsinoé, à la manière égyptienne, en dieu pharaon. Tous deux montaient la garde devant la porte du phare, soutenus par les immenses blocs de granit retrouvés sous les eaux. Le vieux songe des archéologues a pris le visage de la connaissance, et c'est d'une main sûre qu'il dessine maintenant la forme du phare. « 6 octobre 1995. La mission est terminée. Alexandrie se drape dans les couleurs du vieil Orient des rêves. La ville se prépare à fêter un heureux événement. Des ouvriers retapent en grande hâte quelques façades, d'autres repeignent les canons de Bonaparte. Le fort mamelouk de Qaït Bey devient pendant quelques heures le point de rendez-vous de tous les nomades de la presse internationale. Notamment Mohamed Mustafa, Mohamed El Sayed et Samar Hamsis. Vous en avez trois que vous pourriez peut-être interroger là. Oui. Et dites-moi aussi, le travail, vous donnez votre And so, at certain parts of life, I said there was another lot. Les nuits d'hier, la barge qui servait à la construction de la digue est mise à la disposition d'une impressionnante opération de sauvetage. Les archéologues français ont établi, en collaboration avec les autorités égyptiennes, la liste des pièces à retirer des eaux. Jean-Yves Empereur savoure cet instant où le merveilleux rejoint la raison.
quand il voit cette déesse. Il s'agit d'Isis, jaillie de l'écume telle Aphrodite quand elle choisit de révéler sa beauté aux mortels. Le ministre égyptien de la Culture, Farouk Hosni, et l'ambassadeur de France partagent une même émotion quand les pièces émergent du linceul des eaux. Les ruines ne sont plus des ruines. Jean-Yves Empereur et son équipe les ont rendues à l'énergie de la ville. Au même moment, le président Moubarak fait savoir qu'il ordonne la destruction de la digue et autorise les archéologues à continuer leurs travaux. Le site est sauvé. Les fouilles vont pouvoir reprendre. La suite de l'histoire appartiendra à ceux qui voudront écrire. Curieuse parade que celle de ces animaux sacrés et de ces dieux vaincus, qui semblent soudain retrouver leur caractère d'invincibilité au milieu des grandes orgues des avertisseurs. Si le poète d'Alexandrie, Constantin Cavafi, vivait encore, on peut imaginer qu'il se pencherait à la fenêtre de son appartement de la rue Lepsius et qu'en voyant passer cette troupe divine à l'heure de midi, il saluerait d'un regard stupéfié cette Alexandrie qui revient.